Bonjour et bienvenue dans Résonance, le podcast de l'expérience collaborateur. Je suis Sarah Cruveillet et je reçois aujourd'hui Laurent Bizien. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Qui tu es? Alors tu es directeur général de l'entreprise Martin Technologies que tu as rejoint il y a à peu près 12 ans. Martin Technologies, c'est une PME familiale située dans la campagne angevine, très poétique, créée en 1929 par Martin, l'arrière-grand-père de Gwendal Cadieux, qui est aujourd'hui votre président. Vous êtes environ une centaine de collaborateurs, vous fabriquez des étiquettes en plastique, des plaques métalliques, des claviers à membrane et de la tôlerie fine, décorée à destination de tous les secteurs industriels et aussi des métiers du luxe. Tu as une formation d'ingénieur arts et métiers, tu as rapidement eu la chance d'accéder à des fonctions de directeur en PME. Grâce à la confiance qui t'a été témoignée, confiance d'ailleurs dont tu n'avais pas nécessairement conscience à l'époque, mais un petit film à l'envers, tu t'es rendu compte de ça. Ton parcours professionnel t'a mené à faire une courte expérience dans un grand groupe qui t'a finalement confirmé très rapidement ton incompatibilité avec certains types de cultures basés sur le contrôle, la recherche unique du profit et la déresponsabilisation, avant de rejoindre finalement Martin Technologies et de découvrir un chemin de transformation dont on va beaucoup parler, je pense, à la fois personnel et collectif, si j'ai bien compris, autour de la confiance et de la responsabilité partagée. Tu te sens plutôt comme une âme d'explorateur, si j'ai bien compris. Tu aimes parcourir les chemins d'entreprise peu ou pas empruntés. Tu aimes bien défricher, si je comprends bien, sur à la fois les responsabilisations des équipes, une entreprise plutôt à visée régénérative. Tu vas nous expliquer un peu ce concept et voir jusqu'où vous pouvez aller et ensuite partager, transmettre ce que vous avez appris pour le partager avec d'autres et donner aussi envie à d'autres peut-être de se mettre en chemin à vos côtés. À titre personnel, tu es marié, tu es père de 2 garçons et tu es un grand passionné de sport depuis toujours, avec une exigence personnelle très forte pour être toujours meilleur, quel que soit le sport pratiqué. Tu m'as un petit peu partagé ça là en off. Comment on se connaît? Donc j'aime bien partager. Surtout que vraiment, je suis dans la gratitude aujourd'hui de te recevoir parce qu'on ne s'était pas parlé depuis 2019. 2019, c'est le moment où Xelia réfléchissait à se transformer. Et tu fais partie des personnes dont on a eu envie d'avoir l'avis, peut-être de nous éclairer, les points de vigilance, le chemin qui allait peut-être être le nôtre. Et donc vraiment, je te remercie parce que tu as contribué à la transformation quelque part de Xelia, en tout cas de donner cette impulsion, alors que il y avait quand même des warnings. Je me souviens notamment avec le comité de direction, qui était un peu effrayant, mais on s'est dit, on le sait, il nous l'a dit, on va voir ce qu'on fait de ça, mais en tout cas, on est aussi fiers de nous parce qu'on a osé quand même y aller. Parce que tu nous avais aussi partagé qu'il y a des gens qui viennent vous voir, mais qui finalement, derrière, il ne se passe pas toujours quelque chose. Nous, en tout cas, sois satisfaits, on est allé au bout. Donc vraiment, quelques années plus tard, je suis vraiment contente de te reparler et puis dans ce contexte-là, que tu puisses nous partager. Et puis, il se trouve que cet été, à l'université d'été Toscane à Bréa, j'ai fait la connaissance de Nicolas Fouchard. Nicolas, si tu nous regardes, coucou. Et qui m'a parlé de toi. Et je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas parlé à Laurent et j'ai tellement envie de lui reparler. Et c'est ce qui fait que tu es là aujourd'hui. Merci. Donc, merci d'être là. On a une tradition dans Résonance. Si tu veux bien piocher une carte et me la donner. Merci beaucoup. De quelle habitude aimerais-tu te débarrasser? Peut-être un petit peu de cette habitude d'exigence ou de performance. Je parle beaucoup, ça s'illustre au travers du sport, mais dans ma vie en général. Cette envie d'être toujours un peu le meilleur, d'être toujours à rechercher quelque chose de différent en chemin. Et, il peut y avoir une forme de pression qui est créée par cette sorte de quête d'une perfection, de quelque chose. Donc voilà, j'y travaille depuis des années, mais je pense que c'est le chemin d'une vie. Ça marche, merci. Toi, ta définition de l'expérience collaborateur? Alors, le mot qui me vient spontanément autour de l'expérience collaborateur, c'est la notion de vie. Donc, c'est la vie du collaborateur au sein de l'entreprise. Et le parcours qu'on a emprunté depuis quelques années m'amène sans doute à quelque chose que tu connais via Toscane, c'est les 4 territoires. En fait, pour moi, l'expérience collaborateur se traduit autour de 4 territoires. Son expérience en tant qu'individu, comment, sur le visible, dans ses postures, dans ses comportements, comment il évolue, comment il progresse. Dans l'invisible, autour de ses peurs, de ses croyances, de ses convictions, comment aussi il chemine en lien avec l'entreprise. Et puis autour du nous, c'est comment le collaborateur, dans un collectif, dans une équipe, vient s'inscrire
autour des modes de fonctionnement, autour de l'organisation, de la place qu'il va trouver. Et puis sur la partie invisible, c'est dans l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, voilà, comment par son chemin, il va prendre conscience de son alignement ou pas avec les valeurs de l'entreprise et avec la trajectoire qu'on a envie d'emprunter. Toujours revenir à ces 4 territoires, c'est toujours les re-questionner régulièrement, d'ailleurs, c'est toujours intéressant. Tout à fait. Tu as dit que tu étais ingénieur, je l'ai dit, de formation. Tu es passé à 29 ans à la direction d'entreprise. Ton parcours est marqué quand même par la question de la confiance. On l'a évoqué un petit peu. C'est à la fois celle qu'on t'a donnée et celle que tu donnes aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans ton histoire personnelle et professionnelle, t'a amené à construire cette philosophie du management par la confiance, qui n'est pas donnée à tout le monde? Ça a été une prise de conscience par l'expérience, en fait, de ce qu'est la confiance ou l'absence de confiance. Depuis, comme tu l'as présenté, depuis très jeune, on m'a confié des responsabilités. Alors j'ai toujours eu la conviction que j'étais de passage, j'étais par là, et c'est à moi qui le proposais, mais c'était un peu le fruit du hasard, donc avec un petit syndrome de l'imposteur qui traînait par là. Et je prenais pas conscience qu'on me faisait confiance, enfin pour quelles raisons on me faisait confiance en fait. Et donc mon début de carrière a été plutôt très rapide en termes d'évolution de mon périmètre de responsabilité. On m'a vite confié la direction d'une entreprise, j'avais 29 ans, je démarrais ma carrière, je prenais un périmètre assez large. Et c'est véritablement l'expérience dans ce grand groupe qui m'a amené à une prise de conscience un peu violente et radicale. Je rentrais dans un groupe où le contrôle était la donnée d'entrée. Le contrôle, la méfiance, la vérification de tout ce qu'on faisait, il fallait tout faire valider. J'étais patron d'une BU et pourtant, voilà, j'avais des responsabilités, mais j'avais aucun pouvoir. Je ne pouvais pas décider, je devais tout faire valider. Et ça m'a émotionnellement beaucoup affecté, en fait. J'ai senti que je rentrais dans une phase où je me sentais de moins en moins bien. Je partais au boulot avec la boule au ventre alors que je ne l'avais jamais eu. Donc, corporellement, il se passait des choses. Je me dis, mais c'est pas OK. Pour arriver dans ce groupe-là à demander un jour au DRH Monde à ce que l'aventure s'arrête pour moi, parce que je ne trouve pas ma place. Ça faisait 15 mois que j'étais dans l'entreprise et que j'étais malheureux, tout simplement. Et quand je suis arrivé chez Martin, quelques mois après, j'ai bénéficié d'une confiance inconditionnelle de Gwendal dès le début. Voilà, le deal de départ, c'était t'auras le pilotage du codir au bout de 6 mois. Et puis finalement, 15 jours, il m'a laissé faire. Et il m'a témoigné une confiance immédiate. Et là, j'ai senti comme une libération d'énergie, un truc incroyable. Et pour moi, ça a été le déclic de mais pourquoi ce serait différent pour moi par rapport à mes collaborateurs. Si on leur fait confiance, est-ce que c'est pas cette énergie qui peut se libérer? Donc intérieurement, c'est ce qui s'est passé en me disant, voilà, ton vécu, il n'y a pas de raison qu'il soit différent du vécu de n'importe quel collaborateur d'entreprise. Et donc c'est ça que ça a ouvert chez moi. Et puis après, c'est des lectures, des rencontres pour le reste du chemin. Et comment tu as reconnecté avec finalement, parce que tu dis, voilà, j'avais pas conscience qu'on me faisait confiance finalement. Quand tu as fait le petit flashback, finalement, quelles actions ton management t'a permis de comprendre que tu avais vraiment leur confiance? Ça se manifestait comment? Alors, ça a commencé par vraiment laisser faire mes équipes. Donc, être à leur côté, écouter ce dont elles avaient besoin, leurs envies, les encourager à le faire. Donc au départ, c'est plus moi qui ai donné ma confiance, témoigné ma confiance auprès de mes équipes. Ça, c'est ce qu'on avait fait pour toi. C'est exactement, ce que tu as essayé de reproduire finalement. Exactement, c'est la réciprocité, c'est faire confiance a priori et miser sur le fait que ça pourrait provoquer quelque chose de différent de ce que j'avais vécu dans mon parcours. Et après, ça s'est vraiment illustré via des projets qu'on proposait sur lesquels on avait de plus en plus de volontaires. On se dit, tiens, je porte un projet et là, les gens, finalement, me suivent. Et l'élément d'illustration vraiment la plus précise, c'est en 2018, quand on propose les écoles du leadership Toscane à nos collaborateurs, des écoles qu'on n'avait nous-mêmes pas fait. Donc, on va à l'intuition, sur des convictions. Et on se retrouve avec 42 volontaires sur 100 collaborateurs. On se dit, là, c'est un vrai signe de confiance. Et puis, après les parcours des écoles du leadership, j'ai eu l'occasion d'entendre
de la part de mes collaborateurs des retours, des feedbacks de leur part qui ont validé ce que je captais. En fait. Bon, tu vas peut-être nous reparler un peu plus précisément de ces écoles de leadership parce que moi, je vois à peu près de quoi on parle, mais ce n'est pas le cas peut-être de nos auditeurs. Quand tu es arrivé en 2013 chez Martin Technologies, l'entreprise est quand même à un tournant, ça tu le comprends très rapidement, et tu décides de faire justement confiance à l'intelligence du collectif. Comment tu as enclenché cette transformation ? On a pris du temps pour enclencher la transformation. Donc, il y a eu la prise de conscience pour des raisons de performance industrielle de l'entreprise et un vécu d'accompagnement dans l'entreprise, d'accompagnement divers sur tout un tas de méthodes du lean, de l'accompagnement commercial, sans que la trajectoire change. Donc, avec Gwendal, il y avait déjà une compréhension qu'il fallait envisager les choses différemment pour espérer obtenir des résultats différents. Et donc, il y a cette compréhension du fait que si on misait sur nos équipes, si on prenait soin de nos équipes peut-être un peu différemment, il pourrait se passer des résultats qu'on espérait différents. Et donc, on a pris un temps de réflexion qui a duré une bonne année et demie, de rencontres aussi pour... ça fait peur, de se dire on va faire confiance, on va les laisser faire, on lit des livres qui nous citent... tout un tas d'exemples de grandes réussites. Pourquoi pas nous ? On n'a pas envie de se planter, mais pourquoi pas nous, effectivement. Et donc, on commence avec les premières expériences, nous, vraiment, à partir de 2015. Donc, j'arrive en avril 2013, et c'est vraiment en 2015 où on démarre des projets dans lesquels on va décider de sortir tous les membres du comité de direction du projet, par exemple, et de laisser des collaborateurs décider, leur faire confiance. Donc, les premiers succès nous viennent comme ça, en expérimentant, en essayant des choses, en mettant en place après du management visuel pour animer les équipes de production avec les indicateurs de performance de l'atelier. Et puis en les voyant réussir, en se plantant aussi plusieurs fois. On a essayé des choses, on a laissé l'animation de ces rituels d'équipe par des opérateurs. On nous avait dit ce serait génial que ce soit fait comme ça. On a dit banco, on le fait. Et puis en fait c'était catastrophique. Nos équipes n'étaient pas matures. Donc on avait des opérateurs qui animaient des rituels de 5 minutes et qui se retrouvaient face à une équipe de gens qui n'attendaient qu'une chose, c'est que le rituel soit fini pour passer à autre chose. Donc ils ont plutôt mal vécu cette période-là. Donc ça a été hyper apprenant pour nous. On apprenait en marchant, par les petits pas. Et puis le management visuel. Du coup, c'est intéressant parce que moi, tout ce dont tu parles là, je vois vraiment très très bien. Je pense que pour des entreprises, il y a plein de gens peut-être pour qui même le rituel, ça peut être un mot mystérieux. En tout cas, de quelles expériences tu te souviens les plus marquantes au moment de cette transformation ? Donc, tu viens de parler du rituel, mais aussi la visualisation, aussi des choses que vous avez mis en place et dont tu te souviens qui ont marqué en fait le début de cette transformation. Nous, il y a eu la place donc de ces fameux rituels. Donc c'est un point d'équipe. Ils sont 5, 6, 7 personnes et avec des petits indicateurs qui mesurent la performance de la journée de la veille. Donc l'équipe échange sur la journée de la veille, qu'est-ce qui s'est bien passé, pas bien passé, qu'est-ce qu'on met en place. Donc ça, on a démarré ça en 2015. Toi, tu es sur de la production, on est d'accord ? Là, on est sur de la production. Okay, des équipes de production. Sur les 100 personnes, j'ai 60 personnes en production, donc on est vraiment sur des ateliers de fabrication. Donc avec des personnes à qui on a historiquement demandé de réaliser des opérations, pas trop se poser de questions et d'enchaîner les opérations le plus vite possible. Là, on leur demandait tous les jours de s'arrêter pendant 5 minutes pour venir décider l'organisation de la journée à venir. Donc ça a été d'ailleurs un point d'achoppement avec notre comité de direction de l'époque, puisque 5 minutes fois 60 personnes, ça commençait à compter. Et puis c'était 5 minutes tous les jours. Par contre, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a notamment un atelier de fabrication sur les claviers à membrane, sur lequel la greffe a pris tout de suite et qui a servi finalement de benchmark pour toutes les autres zones de l'atelier. Donc on a eu une vraie réussite avec un atelier qui commence à s'animer, voire même qui dit à son manager c'est bon, on va s'organiser, on n'a plus besoin de toi tous les jours. On voit très bien comment on doit organiser la production et qui a obtenu des améliorations vraiment significatives. Et cet atelier a servi ensuite de modèle à tout un tas d'autres ateliers dans notre outil de production pour déployer ce type de management. Et là, on a vu des collaborateurs prendre naturellement, spontanément des responsabilités. De dire j'ai envie d'animer cette équipe-là, je me sens à l'aise pour discuter avec mes collègues, donc je vais prendre un peu le lead là-dessus, avec des points de vigilance qui est de ne pas créer de nouveaux chefs.
il y a toujours ce risque-là. Hein, mais... Et donc, on a vu des personnalités se révéler petit à petit, oser proposer des choses, envisager de modifier des postes de travail, demander à acheter des machines, ce qui n'était auparavant pas fait du tout. C'était les managers qui proposaient. Mais... Donc on a vu des comportements vraiment progressivement changer, avec de plus en plus d'autonomie. Moi, j'allais sur des zones de rituels. Quelques mois après, ils avaient complètement changé de façon de fonctionner. Et je le découvrais en fait sur le terrain. À aucun moment, on m'avait dit « Tiens Laurent, ça a changé, est-ce que tu es d'accord ?» Les équipes prenaient l'initiative. Et puis, ça nous a amené, chemin faisant, sur un projet de changement d'organisation dans sa globalité pour passer d'une entreprise classique par service à une entreprise découpée en mini-usines. Donc, on a découpé la PME en 3 mini-business units, totalement autonome, indépendante, avec chacune son mode de fonctionnement. Donc, on a cheminé vraiment comme ça, petit à petit, en apprenant au fur et à mesure. Donc, tu dis qu'il y a finalement 3, enfin, en tout cas, il se crée 3 business units. Est-ce qu'il y a un cadre de fonctionnement ou est-ce que ils sont autonomes et donc ils s'autogèrent? La copie de départ, c'était on change l'organisation pour être vraiment centré client. La problématique qu'on avait, c'est que personne pensait aux clients, à part l'équipe commerciale et la direction qui les avait au téléphone. Donc, c'est comment on peut amener le client vraiment au cœur de l'organisation et comment on peut faire que même l'opérateur de production de son opération sait pour quelle raison il travaille. En fait. C'est quoi le sens de son opération ? C'est pas de faire une opération de découpe. C'est de fabriquer le produit qui va se retrouver sur le flacon de parfum qu'on va retrouver dans le magasin chez Sephora. Donc il y a le sens qu'on va donner au travail. Et la place du coup du client est essentielle à l'intérieur de ça. Donc il y a vraiment eu un recentrage autour de ça. Et puis après, on est parti donc en mode collaboratif. On a réfléchi à une nouvelle forme d'organisation. De quel métier on avait besoin à l'intérieur de chacune de ces mini-usines. Une fois qu'on a dessiné ce format d'organisation, on l'a laissé libre à l'ensemble des collaborateurs en disant maintenant, vous mettez sur le poste que vous voulez et la mini-usine de votre choix. Vous choisissez comme vous voulez. Et il n'y a pas eu de problème il y a trop de personnes dans cette mini-usine, pas assez dans celle-là? Alors, on n'a pas eu ce problème-là. Okay. On avait identifié, par contre, qu'on pourrait avoir des envies de changer, d'aller sur un nouveau métier, et que les personnes qui étaient titulaires de ces métiers-là n'avaient pas envie de changer. Donc, on avait dit la priorité restera à ceux qui sont titulaires de l'emploi, forcément. On a eu, de mémoire, je crois que c'est 4-5 personnes sur les 100 qui n'ont pas obtenu le choix qu'elles souhaitaient. Et ces 4-5 personnes, par contre, sur les années suivantes, ont pu accéder à ces fonctions-là parce que les mouvements internes ont fait que des postes se sont ouverts ou des personnes sont parties et donc elles ont pu se positionner. Donc on a laissé beaucoup de liberté dans le positionnement, dans l'organisation même de chacune des mini-usines. Et le cadre était simple, c'est la réussite, elle est collective. Donc c'est Martin Technologies qui doit réussir, pas une mini-usine plus que les deux autres. Le client doit être mieux servi que quand on a démarré la transfo parce que sinon... on est perdant, quel intérêt et puis que chacun trouve sa place dans ce collectif avec cette culture d'entreprise basée sur la confiance qui se propageait de plus en plus. Ça a été d'ailleurs un élément très important dans le gain de cette confiance vis-à-vis des équipes. Au fur et à mesure des années, on a senti de plus en plus d'équipes s'impliquer. Quand on a mis le management visuel, c'était peut-être une vingtaine de personnes. Quand on passe aux mini-usines, on passe à 40-50 personnes qui s'impliquent vraiment dans ce changement d'organisation. Donc ça s'est fait vraiment dans la durée progressivement. Oui, donc des vrais changements en profondeur parce que des gens qui ont peut-être moins d'autonomie, enfin qui avant faisaient ce qu'on leur disait, entre guillemets. Donc j'entends qu'il y a eu des profils qui se sont révélés, des gens peut-être qui avaient, eux, besoin d'un peu plus d'espace, qui ont pu le prendre, tout en laissant la place à ceux qui continuent à avoir envie de faire ce qu'ils font et ça leur convient. En termes de... tu dis c'est Martin Technologies qui réussit, justement, c'est comment ça fonctionne pour que justement il y ait de la solidarité et de l'entraide peut-être entre les business units. Alors ça, c'est un risque qu'on avait identifié quand on a changé l'organisation, c'est de passer d'un cloisonnement par service à un cloisonnement par mini-usine finalement. Ouais. Donc on l'a posé tout de suite. Dès le début du projet, on a dit on va créer une nouvelle forme de cloisonnement, donc qu'est-ce qu'on va faire
pour lutter contre ça, parce que naturellement, comme les équipes ont tendance à se fédérer, à se souder, ça va se créer naturellement. Donc des rituels ont été créés, puisque nos 3 mini-usines sont interconnectées. Elles ont des relations clients-fournisseurs. La mini-usine qui adresse le secteur du luxe, par exemple, n'a pas tous les procédés de production, donc elle va travailler avec la mini-usine qui travaille pour l'industrie, pour le métal, pour l'industrie. Donc ils vont se prêter soit de la ressource humaine, soit des procédés. Entre l'activité qui s'occupe de la partie électronique, la via membrane, ils ont besoin de supports métalliques qui sont fabriqués par la mini-usine qui s'occupe du métal aussi. Donc il y a des relations clients-fournisseurs. Et ce qu'on a souhaité, c'est que ces relations-là se passent entre les opérationnels. Ce n'est pas les managers qui viennent se coordonner les activités, les besoins en ressources. C'est véritablement l'opération cliente qui va aller voir son opération fournisseur pour dire moi j'ai besoin du support pour telle date pour être capable de livrer mon client dans la date convenue. Et donc des rituels d'équipe ont été mis en place où ce sont les opérateurs entre eux qui viennent se synchroniser, se coordonner. Et de la même façon, si je suis en retard, je préviens mon client à terme. Donc on est venu travailler ces interconnexions. Alors ça a été sur la partie organisationnelle. Et puis c'est un petit peu plus tard qu'est venue l'école du leadership. Et donc ces parcours d'accompagnement où on est venu travailler là les relations interpersonnelles. On va en parler. Voilà, c'est bien beau de... C'est ça. Parce qu'il y a aussi potentiellement, oui, mais moi, je n'ai pas la bande passante, donc tu me demandes ça, mais en fait, moi, je fais d'abord ce que je dois faire pour ma mini-usine, et puis ensuite, si j'ai le temps, je verrai pour toi. Donc, ça peut créer de nouvelles, entre guillemets, tensions. Donc, mais c'est peut-être ça dont tu vas parler. Donc, 80% des collaborateurs ont vécu ces écoles du leadership dont tu parles, fondées sur donc, l'écoute, la résonance, tu vas peut-être nous dire résonance, et puis c'est le nom du podcast, et tu comprends peut-être pourquoi c'est le nom du podcast, et de la communication non violente. Qu'est-ce que sont finalement ces écoles de leadership? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans le quotidien, dans vos relations, dans votre performance? Donc les écoles du leadership, chez nous, c'est des parcours qui durent 8 jours. C'est 4 fois 2 jours, espacés d'à peu près 2 mois entre chaque session. Donc c'est basé à 100% sur le volontariat. On n'impose à personne de suivre ces parcours-là. Et pour aller rapidement sur le déroulé des séquences, en fait, le premier séminaire de 2 jours est concentré sur l'individu, c'est moi et moi. Estime de soi, confiance en soi, prendre conscience de ses valeurs, de ses croyances. Donc on est dans une logique de transformation individuelle pour une transformation collective. Donc si je ne me connais pas, si je ne sais pas me faire confiance, comment je vais être capable de faire confiance à l'autre déjà? Donc les 2 premiers jours sont concentrés là-dessus. La deuxième séquence, c'est moi et l'autre. Donc là, on apprend à écouter, mais à écouter vraiment. J'arrête d'écouter ce qu'on me raconte. Je suis à l'écoute des émotions, des ressentis. Au moment où tu me dis ça, il y a quelque chose qui se passe. Je me sens tendu. Au contraire, ça me détend. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi le signal qui est passé au-delà des mots qui sont transmis? Et puis moi, j'ai beaucoup appris, surtout à me taire. Ça a été l'occasion d'apprendre que quelqu'un qui a à nous parler, on la laisse parler, même si ça dure 20-25 minutes. On l'écoute. On est à 100% pour elle et on la laisse. On essaie de débrancher un peu le cerveau qui veut interpréter, veut déjà apporter la réponse au sujet qui nous est proposé. Le troisième séminaire, c'est moi et les autres. Donc on est plutôt sur comment on anime un collectif, comment on lance un projet avec des méthodologies de lancement de projet pour s'assurer qu'on est bien raccord sur l'objectif, on est bien raccord sur les valeurs qu'on a envie de vivre, ce qu'on veut atteindre collectivement quand on mène ce projet-là. Et la 4e séquence, c'est on rassemble tout ça et on est sur quel est mon style de leadership. Avec une croyance profonde que le leadership, c'est pas le précaré des managers. D'ailleurs, tu as dû en rencontrer plein, des managers qui n'ont pas une once de leadership. Ils sont chefs, mais ils sont pas leaders. Et on avait des opérateurs dont on disait, pas trop de capacité, et puis on découvre qu'ils sont présidents d'un club de foot avec 350 licenciés. Bon, si ça, c'est pas du leadership, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Donc, c'est comment chaque individu découvre sa forme de leadership pour être soit un meilleur contributeur dans un projet, soit même carrément pilote d'un projet parce qu'il s'en sent l'envie. Donc voilà, donc c'est ces parcours-là qu'on a proposés, on a commencé en 2018. Et on laisse au fur et à mesure les gens se porter volontaires s'ils le veulent. Donc tous les nouveaux collaborateurs, ça leur est proposé dès la première semaine d'intégration en disant
Si l'envie vous vient, le jour où on ouvrira une nouvelle promo, là on va lancer la 6e promo l'année prochaine, sentez-vous libre d'y aller. Et les changements majeurs que ça provoque, c'est la qualité de la relation, la qualité des échanges. En quoi ? Comment ça se manifeste ? Comment tu peux le voir ? Si je prends un exemple très concret, j'ai une collaboratrice il y a 5 ans, je crois, qui est venue me voir en me disant les écoles du leadership, ça n'a rien changé, ça n'a servi à rien, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Donc voilà, moi je me tais, j'écoute, j'accueille. Bon, ça vient un peu me chercher en me disant je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je lui pose une simple question. Je dis, l'échange que nous sommes en train d'avoir, est-ce que tu aurais osé venir m'en parler avant de faire l'école du leadership ? Et là, elle prend un petit temps d'arrêt, elle me dit, ah bah non. Ça a déjà créé ça. Ça autorise les personnes à dire ce qu'elles ressentent, à dire que ça leur va ou que ça leur va pas, mais en cherchant un petit peu plus la dimension émotionnelle. Je ne suis pas d'accord pour telle raison parce que ça provoque ça chez moi. Donc ça amène à un niveau de relation et d'échange où on va s'attacher à la cause racine d'un dysfonctionnement. Et pas juste les effets finalement, tu m'as mal parlé, je te parle plus. Tu m'as mal parlé, c'est venu me toucher, ça m'a mis en colère, j'ai été blessé et c'est ça finalement qui est en jeu. Donc ça aide dans les relations interpersonnelles à venir chercher ça et à comprendre les causes racines de dysfonctionnement qui peuvent avoir des répercussions dans un fonctionnement d'équipe, même dans la place que l'individu a dans l'entreprise. Donc on arrive à déceler. Et puis après, ça permet à des équipes entre elles de s'autoréguler, de faire de la médiation, d'éviter que des sujets s'enveniment parce qu'elles se disent très rapidement, écoute, là, ça ne me convient pas, la façon dont on fonctionne, j'aimerais qu'on re-questionne notre organisation. Ils s'autorisent à dire ça. Et juste le fait de le faire au plus près de l'événement, au lieu de s'envenimer, ça se règle, ça se régule et ça diminue les tensions en tout cas. On ne va pas jusqu'au conflit, il y a toujours des frictions, c'est la vie, c'est normal. Mais c'est juste qu'on les adresse et on ne les met pas sous le tapis en disant c'est pas grave, on va laisser le chef, il s'en rendra bien compte un jour. Il va prendre le sujet. Il va prendre le sujet, en plus il n'est même pas impacté par le sujet, donc il ne sait même pas comment s'y prendre. Donc là, on invite vraiment nos équipes à le... Et ça, pareil, il s'autogère. Ça, il s'autogère. Alors, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas 100% des personnes qui sont capables de le faire, qui se sentent à l'aise pour le faire. Par contre, j'ai eu un cas cette semaine d'une collaboratrice qui commence à se sentir un petit peu tendue avec un climat et des petites phrases qui sont lancées qui la gênent et qui est venue me voir en disant je ne sais pas trop comment m'en sortir. Donc, je l'ai invitée à faire de la CNV, de la communication non violente. Donc, je suis en train de l'aider dans cette démarche. Mais je lui ai dit, je ne vais pas le faire à ta place. Ce n'est pas moi qui vais dire à la personne avec qui tu as à en parler. Par contre, comment j'accueille déjà ce que tu ressens et je me dis, c'est vraiment important. Et du coup, comment je l'accompagne pour qu'elle soit capable, elle, de venir poser ses besoins, sa demande. Et puis surtout, de sortir avec la réussite d'avoir traité le sujet. Et donc, un apprentissage derrière. La prochaine fois, je n'hésiterai pas, j'attendrai pas quelques semaines avant de passer à l'action. Je le ferai tout de suite parce que je sais le faire. Parce qu'en entreprise, avoir accès à ses émotions, ça reste un sujet. Donc ça, j'entends que dans l'école du leadership, il y a ce parcours où chacun peut-être est invité à un peu s'interroger sur peut-être ses besoins fondamentaux et comment on y répond ou pas et qu'est-ce que ça provoque de confortable ou d'inconfortable. Mais ensuite, comment... parce que tu suis l'école du leadership, donc je pense qu'il y a des prises de conscience. Ensuite, comment ça se vit au quotidien ? Parce que on voit bien, là tu parles de communication non violente, donc effectivement avec ce procédé et cette méthode un petit peu sur laquelle on peut s'appuyer avec quelle situation on a vécu factuellement, qu'est-ce qu'on a ressenti, quels sont nos besoins satisfaits ou non satisfaits et quelle est la demande pour éventuellement changer ça. Comment les gens y arrivent ? Qu'est-ce qui fait que ça prend ? En tout cas, de ton analyse de la situation. Alors, mon analyse, c'est que ça a vraiment aidé nos équipes à prendre conscience des émotions et être capable de mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient. Moi, le premier, je ressentais des choses dans mon corps, mais je n'étais pas capable de dire ce qu'il y avait derrière. Est-ce que c'était de la colère ? Est-ce que c'était de la jalousie ? Est-ce que c'était de la déception ? Enfin, ce n'était pas très clair. Donc, ça a aidé, je trouve,
à mettre des mots sur des ressentis et d'être capable à un moment d'en parler. Et d'en parler à une personne de confiance, alors qui peut être le manager, mais qui peut être un collègue, mais juste qu'il y a un espace dans lequel je peux le poser. Là, je ne me sens pas bien. Et je me sens suffisamment en sécurité pour venir le poser. Et une fois que c'est sorti, à partir de là, on peut en faire quelque chose. Donc, ça a créé des espaces pour que ça puisse s'exprimer. Ou qu'on apprenne, nous aussi, à le détecter. Parce qu'il y a les personnes qui le disent, voilà, je ne vais pas bien, mais il y a aussi, de par cette attention qu'on a développée chez plusieurs d'entre nous, on est beaucoup plus attentif dans le bonjour du matin, dans les regards, se dire, tiens, le bonjour est un petit peu différent. Le salut, ça va, ouais, ça va. Alors que d'habitude, c'est, oui, super. Ouais. Le bonjour est un peu différent. Je vais attendre un moment un peu calme et je vais revoir la personne pour dire, mais j'ai senti quelque chose. Je me trompe peut-être, mais et on crée l'occasion pour l'autre, juste de dire, effectivement, j'ai un sujet, ou oh non, c'est juste que j'avais l'esprit occupé à autre chose. Donc, on crée les espaces pour capter des signaux, et j'ai de plus en plus de personnes dans l'entreprise qui ont cette capacité à capter des signaux. Et une fois qu'on capte un signal, qui se sent d'aller le chercher, qui est une bonne personne de confiance à qui le collègue osera se confier, et puis comment on avance après pour l'aider et pas le laisser dans sa situation, quoi. L'idée, c'est pas juste de dire, oui, c'est pas bien d'être... Non, c'est comment on avance et comment on t'aide. Et ça, dans l'expérience collaborateur, je reste pas avec ça, moi, tout seul dans mon coin, et de toute façon, personne ne me comprend, quoi. Voilà. Oui, avec des zones effectivement de frustration, je rumine un peu. Bien sûr. Et puis, ça peut durer des années et des années. Pour les plus patients. Pour les plus patients, ouais. Mais évidemment, ça me parle parce qu'on a culture chez Xelia tous les nouveaux collaborateurs, enfin tous les anciens, mais surtout tous les nouveaux à la communication non violente pour créer quand même un socle commun de quel type de relation on a envie de vivre ensemble. Et quand j'initie les nouveaux collaborateurs, je vois bien à quel point, d'ailleurs je le dis très rapidement parce que ce module, je sais à quel point il vient chercher les gens. Et je dis tout de suite, c'est pas une formation, c'est une déformation. Parce qu'il y a quelque chose on est tellement, depuis tout petit en fait, tellement dans la compétition, dès les premières notes. Puis après, je veux la meilleure école. Et puis après, je veux le meilleur job. Et puis après, je veux le poste du calife à la place du calife. Et comment je vais bien pouvoir écraser un peu tout le monde pour y arriver. Et donc, cette notion de compétition, elle est complètement à remettre en question pour aller vers de la coopération. Et pour ça, c'est comment je te comprends, quelle clé de lecture je te donne, quelle clé de lecture tu me donnes pour une meilleure performance collective. Exactement. En fait, c'est pas juste, on est, oui, bien sûr, on est sympa, ça c'est peut-être un peu dans notre nature, mais au-delà de ça, il y a une vraie, je pense, un vrai souci de la performance collective au service aussi de relations interpersonnelles de qualité. C'est comment on arrive à lier les deux finalement. Oui, on est une entreprise et on a besoin de vivre et de payer les salaires. Donc oui, on a besoin de faire du chiffre. Et en même temps, quelle est la manière dont on a envie de faire ce chiffre? Quelle relation on a envie de vivre entre nous? Mais je vois à quel point ce module, c'est pour ça que je te dis ça sur les émotions, je vois à quel point c'est difficile pour les gens qui arrivent d'entreprises différentes de la nôtre et qui arrivent dans ce module et qui me regardent un petit peu en se disant de quoi on parle? D'émotions en entreprise? Parfois, c'est la première fois qu'on leur parle de ça. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, et je vois à quel point ça vient chercher ce module. C'est celui où on questionne, on dit oui, non, mais moi, je sens à quel point c'est difficile pour les gens d'accéder à ça. Et l'autre point qui me vient, peut-être que toi, tu ne l'as pas. Ce qu'on me renvoie, et peut-être que nos auditeurs aussi, c'est que c'est un tout petit peu plus difficile quand on est en télétravail. Je vois que les gens me renvoient oui, mais le truc que toi tu dis, je l'ai vu, je l'ai senti, puis finalement, dans la journée, il se trouve que je le vois au café. Et donc, je trouve que ça, c'est facilité et que quand on est en télétravail, ça peut être un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a une vraie démarche. C'est-à-dire que tu as vu ou senti un truc, là, il faut que tu prennes ton Teams, que tu dises est-ce que tu es bien disponible. Et tu vois, ça c'est un peu plus compliqué, je trouve. Je partage ton point de vue. Je pense que je serais plus en difficulté dans un contexte effectivement distanciel. Moi, je fonctionne beaucoup avec... je vais capter et je vais repasser, en fait. À un moment, j'essaie de sonder quel est le bon moment pour faire une approche, que la personne soit toute seule, qu'elle soit tranquille. Et je vais la prendre
sans qu'elle ait le temps de mentaliser ce qui va se passer. Si je prends rendez-vous, je suis toujours très vigilant à la façon dont je prends rendez-vous sur un sujet. Je viens, je donne le sens, je pose l'intention tout de suite pour pas que le petit vélo se mette en route en disant « Oh là là, il va se passer ». Non, c'est je veux juste savoir comment tu vas et j'aurai plus de difficultés avec une approche où je dois prendre rendez-vous. D'ailleurs, souvent, je tourne autour du pot quand je dois prendre rendez-vous parce que je vais essayer de créer les conditions pour que ça vienne naturellement, spontanément et que ce soit naturel pour les deux personnes. Donc, je te rejoins sur le fait que le manque de proximité physique, on le voit, beaucoup de choses transpirent par la posture, par l'intonation de la voix. Des outils peuvent venir parasiter ça et rendre la captation de signaux plus difficile. Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt quand même à créer des espaces où on se dit, même à distance en fait, il y a des moments privilégiés, dédiés, parce que sinon effectivement, c'est un peu un défi dans le défi, j'ai envie de dire. Donc c'est intéressant en tout cas. En termes de performance, qu'est-ce que ça a changé, cette école du leadership ? Alors nous, on a vu les résultats économiques de l'entreprise fortement progresser sur la période 2018-2021-22. Voilà, tu peux pas l'ignorer, il y a une année en plein milieu, là, l'année 2020, qui a été un vrai cas d'école pour nous de mise à l'épreuve de ce mode de fonctionnement, de cette culture. Est-ce qu'on allait reprendre le contrôle ? Nous, on a décidé de continuer à faire confiance. De laisser les équipes se gérer sur les horaires, sur l'organisation. Il n'y avait pas de manager sur le site. Enfin, on gardait un manager s'il y avait des situations particulières à gérer. Et on s'est relevé du Covid. Nous, dès 2021, on fait une année record, quoi. Donc, on a vraiment eu une capacité à s'adapter qui a explosé à tout ce qui nous arrive. Donc sur la dimension économique, on a vu, on a attendu, ça a mis quelques années à porter vraiment ses fruits, parce qu'on est sur des secteurs où les marges sont inexistantes, donc ça joue vraiment à l'épaisseur du trait. Et là, on s'est dit, tiens, il y a une différence, et finalement, la différence, ça se fait par tous ces petits ajustements qui se passent, qu'on ne voit même plus, parce que c'est plus fluide. Donc on a ça qui a vraiment évolué. Après, jusqu'en 2021-22, à partir de 22, crise de l'énergie. Donc les polycrises s'enchaînent et chez nous, le facteur énergie, c'est énorme. Sur la production. Mais on voit quand même que globalement, dans ce qui a changé aussi profondément, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à s'adapter à ce qui arrive et à ce qui arrive de l'extérieur et à le faire collectivement. Quand la crise de l'énergie nous tombe dessus, la facture d'électricité fait x3,5. C'est 400 000 euros d'électricité en plus par an. On a réuni nos équipes en disant maintenant, on fait comment ? On a besoin de vous, là, parce qu'il va falloir trouver des idées, puisqu'il faut qu'on la réduise. Et ça nous a amené à investir en panneaux solaires, tout un tas d'actions. Donc, on fait confiance à nos équipes sur le fait qu'elles seront capables, avec nous, d'adresser les sujets qui nous arrivent. Et puis, on cherche à 70, 80, 100 personnes, des solutions. Donc ça a vraiment profondément changé ça. Et un autre facteur qui va sans doute parler aux gens qui vont nous écouter, c'est le recrutement. Nous, ça fait des années qu'on n'a pas de difficulté pour trouver des collaborateurs. Déjà parce que l'implication de nos équipes fait qu'on forme les gens en interne, ça se fait entre eux, quoi. Les collaborateurs forment les nouveaux qui nous rejoignent. Donc, on va chercher des profils plutôt avec beaucoup d'envie, qui sont intéressés par la trajectoire de l'entreprise, qui ont pris des responsabilités associatives et qui ont envie de s'épanouir dans le monde du travail en utilisant ces qualités qu'ils ont développées. Et donc, on a, depuis plusieurs années, plus vraiment de difficultés de recrutement, alors que nos confrères industriels sont plutôt à galérer pour trouver 3, 4, 5 personnes, voire plus dans certains cas. Donc ça a profondément changé ça. Et ce qui nous amène beaucoup de sérénité sur si quelqu'un s'en va, c'est pas un drame, quoi. On va miser sur le collectif, on va trouver quelqu'un, on va le former, on va l'accompagner. Et dans 6 mois, 1 an et demi, il aura réussi à assurer ce dont on a besoin. Donc beaucoup de sérénité pour le futur. Et d'ailleurs, la sérénité, ça me connecte à quelque chose. Le premier point, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que j'accompagne des dirigeants, je vois le niveau de charge mentale
qu'ils ont la responsabilité, ils sont charge d'âme, et c'est, voilà, je vois à quel point ça les atteint dans des moments difficiles de l'entreprise. Et ce que tu évoques, ça me fait penser à la charge mentale, je ne la porte pas seule, je fais avec. C'est-à-dire qu'effectivement, je fais confiance aux gens, à leur bon sens, à leur expérience, à leurs idées, et donc je suis plus tout seul à me prendre cette grosse difficulté. Là, tu parles de la crise de l'énergie, quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est pas rien. Si tu t'étais mis toi tout seul dans ton bureau en train de dire mais comment je vais résoudre cette équation, mais c'est horrible pour un la solitude du dirigeant, c'est pas un mythe. Et donc je trouve que ça amène une charge mentale répartie sur 100 personnes versus une personne. Pour un dirigeant, je trouve que ça fait la différence. Clairement. Et des talents du coup multiples. Le problème, quand on l'adresse tout seul, on le regarde d'un côté. Si on est 20, 30, 40, 50 personnes à regarder le même problème, on le regarde sous différents angles et on va trouver des solutions qu'on ne trouverait pas tout seul. Déjà parce qu'on a trop de sujets dans la tête, parce qu'on n'a pas la disponibilité mentale, voire même émotionnelle. Quand tu n'oses comme ça, moi je l'ai vécu comme une injustice profonde. Le coût de l'énergie explose, ça s'impose à nous, c'est pas juste. Comment on va faire pour s'en sortir ? Au-delà de porter ça tout seul et de me dire maintenant je suis responsable de trouver comment sauver la boîte parce qu'on va pas y arriver. Non, la boîte c'est celle d'une centaine de personnes et on n'y arrivera pas si on fait chacun dans notre coin à chercher des solutions. Et là on fédère, on joue la transparence avec tous. Et notre expérience fait qu'on a toujours été surpris. Quand on a fait le pari de la confiance, ça va peut-être les effrayer. Alors oui, il y a des personnes que ça a effrayé, qui nous ont dit « Vous êtes irresponsable de nous parler de ça, vous n'imaginez pas ». Il y en a 3-4 qui ont réagi comme ça, et tous les autres qui se sont retroussés les manches, qui ont trouvé des solutions et qui ont mis en œuvre des actions concrètes. On a remplacé tous nos panneaux, tous nos éclairages, on a éteint des machines qu'on laissait allumer tout le temps, parce que c'était un peu long de les rallumer. Donc c'est plein d'actions du quotidien qui font que les gens s'approprient l'entreprise. C'est véritablement ça l'enjeu, c'est qu'ils se sentent investis d'une mission dans l'entreprise pour préserver leurs propres emplois, pour préserver un pouvoir d'achat futur quand les résultats seront là. Il y a vraiment... ça touche à des mécanismes, parce que même toi, en tant que dirigeant, comme tout être humain, on a des biais. Donc même quand tu regardes une situation, tu la regardes aussi avec tes propres biais. Et le fait qu'on soit plusieurs à y réfléchir, effectivement, ça donne... Et puis, ça amène de la créativité. Tu vois, le truc de, on éteint cette machine, on n'y avait jamais pensé, mais finalement, on va quand même gagner un peu. Oui. À la fois, c'est chic et pas cher, comme je dis. Donc, en même temps, c'est assez simple. Mais toi, peut-être que tu aurais cherché des solutions avec des gros montants. Mais en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. On arrive quand même à des choses intéressantes. Donc, tout n'est pas simple, et on le comprend. Je le comprends aussi dans notre propre organisation, quand on change la culture d'une entreprise. Quels ont été les freins, les moments de doute, les erreurs apprenantes au cours de ce parcours ? Les premiers freins qu'on a rencontrés, nous, ça a été plutôt au niveau du top management, avec des personnes qui avaient mis longtemps à accéder à une forme de pouvoir dans l'entreprise, accéder au comité de direction. Donc, c'était une forme de réussite peut-être un peu sociale ou de pouvoir, je ne sais pas. Mais donc, on s'est retrouvé face à des membres d'un comité de direction qui comprenaient la trajectoire, se disaient ouais, c'est super, mais qui au quotidien faisaient tout l'opposé, avaient besoin de contrôler leurs équipes, ne pouvaient pas faire confiance parce qu'ils n'avaient pas de chance, ils n'avaient pas les bons. Donc ça a été plutôt là qu'au démarrage, ça a coincé. Donc malheureusement, on a dû prendre quelques décisions pour libérer le collectif. Donc, c'est identifier où sont les points de blocage. Et puis, malheureusement, ça se passait au niveau de certains managers. Donc là, on n'a pas eu d'autre choix que leur proposer de quitter l'entreprise, d'aller s'éclater ailleurs. Et ça a été vraiment des espaces de libération chez nous importants, avec des collaborateurs dits sans potentiel qui explosent littéralement et prennent des responsabilités et gagnent en autonomie de façon très, très significative. Donc ça a été vraiment le point dur. Et après, je dirais que là, pour aller sur une actualité très récente dont on parlait ce matin, on se retrouve, nous, confrontés avec une culture de l'implication, de l'autonomie, on sonde nos salariés sur tous les sujets, on les implique sur tous les sujets.
Et on se rend compte que certains... voilà, si je prends l'exemple du code du travail, aujourd'hui, le code du travail ne prévoit pas des modes de fonctionnement comme le nôtre. Donc ça nécessite pas mal de réflexion pour se dire comment on adapte une organisation responsabilisante qui se base sur l'implication de chacun, avec un cadre qui, lui, a plusieurs décennies, qui n'a pas prévu l'évolution du monde du travail qu'on connaît aujourd'hui, les attentes aussi des nouvelles populations, et comment on est capable de faire rentrer tout ça dans un cadre, en fait. Donc on est, nous, aujourd'hui, dans des situations... alors plutôt avec des partenaires sociaux qui veulent revenir à l'ancien mode, qui vont tenter finalement de nous dire par le respect de tel ou tel texte que non, on n'est pas censé demander l'avis des équipes. Donc ce serait bien d'arrêter de le faire et que ça passe que par les élus. Donc ça, dans les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, on est sur cette phase-là, mais on y réfléchit, on y travaille, et au lieu de faire du ou, on va faire du et on va trouver des solutions. C'est la capacité à s'adapter aussi, cette organisation, Exactement. à tout ce qui peut nous arriver en chemin. On est dans de l'apprentissage permanent, c'est un chemin d'apprentissage et face à des difficultés, on a connu la crise de l'énergie, là on est sur une nouvelle forme de points sur le chemin et on va trouver comment avancer de façon constructive, de façon collégiale, on lâche pas le cap. Tu m'as parlé, et ça m'a frappé, d'élévation de conscience. Donc là, je pense qu'il va falloir que tu explicites. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire chez Martin Technologies? Ça a démarré déjà autour de la conscience de soi, que chacun prenne conscience de qui il est, de comment il fonctionne, de ce qui l'anime, de ses croyances, de ses convictions, de ses valeurs. Donc ça a été le premier step chez nous. Et puis, depuis 2 ans et demi, 3 ans, j'ai eu la chance de vivre un parcours transformant la Convention des entreprises pour le climat, qui m'a amené à une prise de conscience de l'état de notre planète, de la situation du climat, etc. Et je me suis transformé, c'est bien, mais en fait, ça ne transforme rien si moi je me transforme. Donc ça a été... une proposition, une invitation à nos équipes de vivre une expérience dont tu as peut-être entendu parler, qui s'appelle The Week, qui a été créée par Frédéric Laloux et sa femme, où on va sensibiliser, c'est un outil de sensibilisation à destination de tout le monde. Et on a proposé à nos collaborateurs de vivre cette expérience-là. Donc on a, je crois, 85 personnes sur les 100 qui ont choisi de le vivre. Et on a senti vraiment quelque chose bouger en chacun dans la prise de conscience du monde dans lequel on vit, en fait. Et de la responsabilité que l'on a en tant qu'entreprise à l'intérieur de dans cette situation. C'est quoi l'impact de Martin Technologies pour les émissions de CO2, pour le climat, pour la biodiversité, pour le respect du vivant humain et non humain. Donc ça nous amène tout un tas de nouvelles questions qu'on n'adressait pas jusqu'à présent. En tout cas, on le faisait un peu naturellement sans trop en avoir conscience, justement. Et on sent que on a des collaborateurs qui aujourd'hui se posent des questions dont on ignorait totalement l'existence il y a 5 ans. Quoi. Donc je sens peut-être une forme de citoyen qui évolue et qui réfléchit à ses impacts et la place que notre entreprise peut prendre à l'intérieur de ces impacts. Et vous avez déjà des pistes, des projets en cours. J'ai eu l'impression quand je t'ai parlé que c'était une forme de nouvelle transformation de Martin Technologies, la deuxième transformation de Martin Technologies. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Oui, il y a clairement de ça. En fait, c'est une étape, c'est une évolution. Nous, on parle rarement de transformation. On est plutôt sur des logiques d'évolution en se disant ce qu'on a fait par le passé nous a permis d'être là où on est et donc nous donne accès à de nouvelles informations et des envies d'aller plus loin. Donc oui, en termes concrets, on est en train de travailler sur des nouveaux matériaux pour arrêter d'acheter, par exemple, de l'aluminium primaire et trouver de l'aluminium recyclé. Parce qu'on sait qu'en termes d'impact, la différence, elle est énorme. On est en réflexion pour l'utilisation. On est en campagne angevine, donc on a du terrain. Aujourd'hui, c'est de l'herbe. Il y a une zone qui est occupée par des panneaux solaires. Et le parcours The Week a amené beaucoup de nos collaborateurs à dire mais
qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce terrain-là finalement? Est-ce qu'on pourrait pas y planter des arbres, faire pousser des légumes? Donc on a un projet, on est en pleine réflexion là-dessus, de dire est-ce qu'on peut pas exploiter notre terrain pour demain être capable de vendre des légumes à prix coûtant à nos salariés, cultiver, culture bio, permaculture, enfin. Donc ça amène des projets hyper transformants, un peu décalés, mais qui finalement ont énormément de sens en termes d'impact sur la biodiversité, par exemple. Comment un site industriel a un impact sur le vivant? C'est pas si simple que ça. Enfin, nous, on s'est retrouvés, on savait pas trop comment répondre à cette question-là. Et finalement, par des projets à côté, puisqu'on a cette surface-là, on va pouvoir faire notre part et venir essayer d'améliorer, si on peut, la situation. Et vous fonctionnez de la même manière que... Enfin, toujours en collaboratif. Exactement, en mode projet, appel à volontariat. Qui a envie de réfléchir à ce sujet-là qui aurait envie de s'y investir? Sous quelle forme Là, on va rentrer dans une phase où on va demander qui serait intéressé pour acheter des légumes demain, qui voudrait s'occuper, je sais pas, de ruches qu'on pourrait mettre sur notre terrain. Donc, on fonctionne toujours de la même façon. Nous, on propose... Il y a là où les personnes qui ont l'intuition d'un sujet, qui le proposent au collectif. Donc c'est exigeant pour ces personnes-là parce qu'elles doivent en donner le sens. Si je ne sais pas donner le sens d'un projet, je n'ai pas de volontaire. Si je n'ai pas de volontaire, chez nous, il n'y a pas de projet. Qui que ce soit qui propose. Donc moi, je peux proposer un projet. Si je n'ai pas de volontaire, on ne mène pas le projet. Ce n'est pas parce que je suis directeur général que du coup, si, il faut absolument le faire. Donc on est vraiment dans cette logique de sens, quel que soit le sujet qu'on a envie d'adresser. Et après, s'il y a des volontaires, génial, ça démarre. Et puis après, on passe en mode projet pour mener le sujet jusqu'où je ne sais pas dire pour l'instant, puisqu'ils sont une douzaine de personnes à travailler dessus. Mais en tout cas, j'ai bon espoir qu'un jour, je vois pousser des arbres fruitiers ou des salades ou des carottes sur notre terrain. Je pose la question, mais c'est sur leur temps de travail? Comment ça se joue? Pour l'instant, j'en sais rien. Ils vont aussi définir ça. Okay. Sous quelle forme ça se fait? Est-ce que c'est en dehors du temps de travail? Est-ce que c'est OK que ce soit sur le temps de travail parce que ça rentre dans... Ils vont optimiser leur métier pour être capable de se libérer le temps. Ils vont vraiment définir les modalités dans une posture de responsabilité vis-à-vis de l'entreprise. On est conscient des moyens financiers dont on dispose. Donc si on n'a pas les moyens de faire quelque chose juste parce qu'on a des grandes ambitions, des grandes idées, on ne le fait pas. Ou en tout cas, on va chercher de la créativité pour le faire avec frugalité, clairement. Si je n'ai pas de moyens, ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire, mais ça veut dire que je dois le faire de façon frugale, astucieuse, peut-être avec un peu de participation à côté. Et puis, qui nous dit que les riverains aux alentours n'auraient pas un jour envie de nous aider dans ce projet-là, l'agriculteur du coin. Donc, on va voir où ça nous mène, mais en tout cas, j'ai une équipe... Mais ça y est, ça a commencé. Ah oui, ça a commencé. Ça fait plusieurs mois qu'on est en réflexion. On est sur l'établissement d'un budget pour savoir le budget de fonctionnement de ce type d'activité, ça donnerait quoi, quel statut on lui donne, à quel prix on vendrait les légumes. Enfin, c'est bien avancé déjà. Ils ont bien bossé, ouais. Trop chouette. On en parlait, tu accueilles désormais d'autres entreprises pour partager, c'était dans cette notion de transmission et de partage, pour des immersions. Comment ça se déroulent ces immersions? Qu'est-ce que tu souhaites transmettre? Et plus largement, quel monde du travail tu veux contribuer à construire avec ces gens qui viennent vous rendre visite? Donc les immersions, elles sont nées d'une réflexion de deux de nos collaborateurs, puisqu'avec Stéphane, mon bras droit, on était sollicité depuis de nombreuses années pour faire visiter l'entreprise, découvrir notre culture. Et donc, il y a deux collaborateurs qui sont venus nous voir en disant les gars, c'est bien gentil, mais vous passez du temps. Et puis nous, on fait vivre à nos visiteurs des temps avec nos équipes sur le terrain. Donc, elles arrêtent de produire. Ils disent pendant ce temps-là, nous, on ne fabrique plus rien pour nos clients. Donc, finalement, on crée de la valeur pour les autres et ça ne crée aucune valeur pour l'entreprise. Donc, ça nous a autorisé à dire effectivement, il y a peut-être quelque chose de pas ajusté. Donc, et puis, comme c'est créateur de valeur par les feedbacks qu'on avait, on va créer une offre commerciale d'immersion. Et le principe, c'est qu'une équipe vient en découverte chez nous sur un format une demi-journée ou une journée. Et on les met au contact avec nos équipes autour d'une thématique en général qui nous est apportée par soit le dirigeant qui est à l'origine de la prise de contact, qui peut être
Voilà, comment vous prenez les décisions dans une organisation collaborative, comment vous faites confiance, comment vous animez les rituels d'équipe. Et on vient les amener sur le terrain, échanger en direct avec nos équipes qui vont partager la vraie vie. En fait. Parce que nous, on peut raconter une belle histoire. Et donc, ils vont aller sur le terrain découvrir la vraie vie de ce qui se passe chez nous, comment nos équipes s'organisent, comment elles se régulent quand il y a des tensions, des conflits. Donc, une vraie réunion d'équipe. Les gens en immersion vivent une vraie réunion d'équipe? Non, ils sont sur des temps de partage sur les postes de travail avec nos opérateurs directement, qui leur expliquent comment ils fonctionnent devant peut-être le panneau sur lequel ils font la réunion d'équipe. Et ils vont venir échanger de façon totalement libre, transparente, sur toutes les questions qui les traversent, en fait. Et une fois qu'on a fini ça, on revient en général dans un espace d'accueil et on les amène à vivre des temps qu'ils n'ont pas l'habitude d'écoute, de résonance. Voilà, comment j'ai vécu cette visite, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi, qu'est-ce que j'ai de différent peut-être entre 8h30 quand je suis arrivé et midi quand j'ai fini ce temps-là. Qu'est-ce qui a bougé? Quelle peur, quelle croyance j'ai par rapport à mon organisation? Ah chez nous, c'est pas possible. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Qu'est-ce qui fait que ce serait pas possible? Et quand ils viennent donc sur une journée, nous on les accompagne l'après-midi pour aller travailler peut-être justement sur ces croyances limitantes. Qu'est-ce qui ferait que chez eux finalement le changement ou le mouvement n'est pas envisageable? Et donc on amène ces organisations-là à envisager par le partage, par le fait de voir une activité dans laquelle sur le papier c'est pas censé pouvoir fonctionner à la confiance avec des contraintes réglementaires, avec des contraintes de production, de cadence. En fait, si, c'est possible. Et donc, si c'est possible, pourquoi dans mon organisation, ça ne le serait pas aussi? Donc, c'est vraiment une invitation avec de l'oxygénation pour inviter d'autres organisations à changer. Et ce qu'il y a... ce que ça vient nourrir chez moi, c'est cette envie de changer le monde du travail de façon générale. Donc là, c'est pas spécialement... Alors moi, ce qui m'anime, c'est l'industrie, parce que c'est ce que je connais depuis toujours. Mais on a des écoles qui sont venues, on a des cabinets d'expertise comptable, des cabinets de coach, on a un petit peu tout type de profils qui viennent. Ce qu'on se rend compte, c'est que le monde du travail a profondément changé parce que les aspirations, les attentes de chacun ont évolué. Les gens ont pris conscience justement qu'ils ne sont pas là pour subir leur travail, souffrir et attendre la retraite et enfin je vais pouvoir vivre, quoi. Non, on passe tellement de temps au boulot que est-ce que ça peut pas être un espace plutôt d'épanouissement? Et j'ai envie de contribuer à ça. Voilà, j'ai envie d'apporter ma pierre par le partage de l'expérience qu'on a développée depuis quelques années. Et assez égoïstement aussi, quand ils viennent chez nous, on apprend toujours plein de choses. Il y a les petites pépites. On se nourrit. Exactement. Le sujet qu'ils ont vu qu'on ne voyait plus. Donc c'est aussi de l'apport d'idées nouvelles, de l'apport de reconnaissance vis-à-vis de nos équipes. Quand vous avez des gens de l'extérieur qui disent bravo, la façon dont vous travaillez, ou vous osez prendre la parole devant votre DG et vous lui dites que ce truc-là ne fonctionne pas, quoi. Souvent, ça les frappe, la liberté d'expression et de parole. Donc c'est autant de reconnaissance qu'on reçoit aussi par ces témoignages-là. On en parlait ce matin, c'est vrai que parfois dans les organisations aussi qui ont évolué, parfois on ne se rend plus compte de la chance qu'on a, entre guillemets. Moi, j'estime être chanceuse chez Xelia. Et c'est vrai que parfois, si on n'est pas en conscience, qu'on ne voit pas l'extérieur, qu'on ne voit pas ce qui se passe ailleurs, on peut avoir cette impression que c'est un acquis, que c'est un dû, et puis que c'est finalement normal, j'ai envie de te dire. Mais quand on se confronte, moi, je vais chez des clients et que je vois ce qui se passe ailleurs, ça me renvoie systématiquement, ah oui, c'est vrai que nous, on a quand même beaucoup de chance. Et donc, je trouve que c'est important justement, toi aussi, tu dis, les gens se disent à tes collabs, oui, vous avez de la chance parce que chez nous, ça fonctionne pas. Et pour tes collabs, finalement, eux aussi, de leur renvoyer ça, de se dire, ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus parce que chez nous, c'est tellement naturel et ça, c'est super chouette. Mais de se dire, ouais, c'est vrai qu'on a de la chance. Et je trouve que c'est sympa tout à fait, pour tes collabs et pour toi parce que c'est un joli cadeau aussi pour toi en tant que dirigeant. Et c'est des invitations à continuer, de se dire, finalement, le chemin qu'on a décidé d'emprunter, même s'il est un petit peu différent de ce qu'ils peuvent entendre à côté, il est plutôt reconnu et apprécié. Donc c'est une invitation à continuer, à s'autoriser encore d'autres choses, à expérimenter. C'est un chemin sans fin. Ah oui, c'est le principe de ce type d'organisation, c'est que c'est un chemin sans fin, effectivement. On arrive à la fin de l'épisode. Qui aimerais-tu entendre
dans un futur épisode? Qui pourrait prendre ta place en 2026? Alors, autour de l'expérience collaborateur, moi, il y a un nom qui m'est venu vraiment spontanément. C'est Édouard Pic de Clinitex, qui a repris l'entreprise, qui a racheté l'entreprise à son père, Thierry Pic, et qui fait vivre, je trouve, au monde du nettoyage. C'est une société qui fait du ménage dans les bâtiments. Et je trouve qu'il expérimente une forme managériale basée sur les approches Montessori qui est extrêmement innovante, plutôt disruptive, hyper engagée, avec des convictions tellement ancrées que il s'autorise des choses. Et je pense que ce serait un bon moment à vivre pour toi avec lui et pour ceux qui nous écoutent. Génial. Bah, écoute, je prends. Merci beaucoup pour ça. Merci d'être venu. Je suis tellement contente de m'être reconnectée à toi après 5 ans. C'était très chouette. Merci pour tes partages. Et je vous invite à vous retrouver pour un prochain épisode. D'ici là, on reste connectés. Je vous invite à lire ce livre. Et vous, comment ça va au travail? Je suis Sarah Creveillé et je recevais aujourd'hui Laurent Bizien pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Sarah.